C'est à Fuveau que j'avais eu ma première cheminée, dans la maison de mes parents. Ils n'avaient pas. En intersaison, quand apparaissaient les premières fraîcheurs, je mettais en place le petit bûcher fait de brindilles ou de cajots récupérés à la fin du marché. Les gestes de préparation d'un feu de bois sont lents. Cela permet de goûter ce temps d'avant l'embrasement. Le grattage de l'allumette transforme celui qui va mettre le feu en un pyromane, coupable avec préméditation. Parce que mettre le feu, c'est toujours mettre le feu. Et le plaisir de faire brûler un cajot tient beaucoup au fait qu'il ressemble à une cabane. C'est une maison qu'on enflamme et qui se consume devant nous. La phase de démarrage d'un feu de bois est pleine de sensations différentes. Le froissement du papier journal, l'étincelle de l'allumette qui en allume le coin, la flamme qui grandit et envahit le papier avec cette auréole violette au contact de la partie imprimée due à une combustion particulière de l'encre. Voir ainsi les articles disparaître est un autodafé non volontaire. Il faut introduire le journal enflammé en le poussant le plus loin possible sous le bûcher avant qu'il ne brûle les mains. Arrive le moment de l'extase, l'embrasement. Le corps est alors immobile, comme si la combustion aspirait toute notre énergie de la même façon qu'elle absorbe tout l'oxygène contenu dans la pièce. La flambée envahit le foyer entier au point que la crête des flammes disparaît dans le conduit. Puis, une activité plus normale reprend. On va entretenir le feu. Une grande partie du corps reste contemplative, pendant que le bras nonchalant attise le feu, déplace les morceaux de bois incandescent partiellement consumés et dispose de plus grosses bûches. Le feu est l'une des rares activités humaines à être en même temps action et contemplation. La pêche à la ligne en est une autre. Il faut lancer la ligne, puis après avoir vu disparaître l'hameçon, visible un moment pendant sa descente, à cause de la blancheur de l'asticot, il faut suivre le bouchon qui flotte sur le courant. S'il n'y a pas de courant, il faut en créer un en ramenant de temps en temps la ligne à soi. Cette activité régulière à la fois ferme et nonchalante met le pêcheur dans un état presque végétatif. Les yeux fixés sur le bouchon, les muscles se préparent pourtant à l'action brutale qui va permettre de ferrer le poisson quand la touche aura eu lieu. Et le petit cran d'arrêt de l'hameçon va rendre la prise irréversible. Le pêcheur est très semblable à l'animal qui, lorsqu'il est en chasse, est étonnamment nonchalant et relâché. On a l'impression qu'il se promène. Puis tout à coup, à la vue de la proie, c'est la détente fulgurante que les cinéastes sont obligés de filmer en accéléré pour rendre perceptible l'enchaînement de l'attaque grâce au ralenti. Tourner en accéléré, c'est créer artificiellement une continuité rythmique entre l'attente et la détente. Le chien semble dormir, affalé sur ses pattes, il a un œil fermé, l'autre s'en trouve par intermittence. Soudain, au passage d'une mouche, il projette sa gueule en avant et d'un coup sec qui fait claquer ses dents les unes sur les autres, au moment de la fermeture des mâchoires, il happe l'insecte puis se rendort. Cette opposition entre action très rapide et détente profonde n'est qu'apparente. Le mot même de détente, d'ailleurs, tout à la fois est tout à la fois le repos et l'action rapide. La jouissance est dans cette dialectique rapide-lent, inactif, actif. On ne verra jamais un pêcheur en fin de journée, après son long tête-à-tête avec le bouchon, ranger rapidement ses ustensiles de pêche sous prétexte qu'il est en retard et que sa femme l'attend. Il ne va pas gâcher ce profond apaisement dans lequel il s'est mis. Il est comme tous les jouisseurs.
Il se retire doucement de son plaisir. Le pêcheur va du coffre de sa voiture à sa caisse de pêche restée près du rivage. Il fait plusieurs allers-retours, presque inutiles. Il déboîte lentement chaque élément de sa canne à pêche. Il ne regarde pas ce qu'il est en train de faire, il regarde au loin le paysage comme s'il prenait la mesure de ce qui l'environna tout au long de la journée. Il redécouvre la nature à travers son rangement du soir. Certes, il l'avait bien vue auparavant, mais à travers le prisme déformant, le prisme déformant de son obsession à guetter les mouvements du bouchon. À la pêche, le bouchon est le centre de gravité de l'image. Il est d'autant plus attractif qu'il flotte à la surface d'un monde caché dont le pêcheur, grâce à lui, va tenter d'extraire un élément vivant, le poisson. Et quand le poisson est enfin sorti de l'eau, accroché à la ligne, le pêcheur a vécu et vit une série de sensations qui s'enchaînent très rapidement. La première a été celle de ferrer. Le poids et la résistance du poisson font ployer la canne. L'extraction du poisson de ce monde inconnu, parce qu'invisible, est un acte violent pour le poisson qui ne peut pas respirer dans l'air. L'homme, de son côté, sait qu'il ne peut pas respirer dans l'eau. Pour chacun d'eux, un monde est familier, l'autre étrange et hostile. Ridicule est le scaphandrier dans l'eau, pitoyable est le poisson dans l'air. Il y a ensuite la sensation visqueuse du corps du poisson dans la main du pêcheur, saisi après un ample et lent mouvement de balancement de la ligne qui l'amène à la rive. Ce délicat décrochage de l'hameçon n'est pas un moment de plaisir. Le même cran d'arrêt qui fit l'efficacité de la prise se révèle maintenant être un obstacle. Malgré lui, le pêcheur devient bourreau. Il déchire la chair de la mâchoire. L'affolement du poisson n'est pas non plus un plaisir pour le pêcheur, parce qu'il montre qui des deux est le tortionnaire. Et puis le poisson ne tient pas dans la main, il glisse, il file entre les doigts. Le pêcheur s'étonne toujours de tant de vie dans un si petit corps. L'ultime plaisir, c'est le plouf que fait le poisson jeté dans le seau rempli d'eau. Captif, mais dans son élément, il se calme instantanément. Il nage dans le peu d'eau que contient le seau, comme si de rien n'était. Le pêcheur prend ensuite un asticot dans la boîte, l'accroche à l'hameçon pour le plonger aussitôt dans l'eau, sans attendre. Il veut continuer à sonder le monde enfoui sous la surface. Vu de loin, quand on regarde tous ces pêcheurs installés sur le bord de la rivière pour taquiner plusieurs heures un goujon souvent absent, ce qui les fait la plupart du temps revenir bredouille, on a du mal à réaliser tout le plaisir qu'ils y prennent. Quand je me promène en forêt, que deux perdreaux ou deux faisans dorés ou même un seul s'envolent des fourrés, je réalise que si j'étais en train de chasser, c'est à ce moment précis que j'aurais le réflexe d'ajuster mon fusil, de tendre mon arc, ou de porter ma sarbacane à la bouche pour tirer. Je sens bien à ce moment-là une procédure instinctive s'enclencher dans mon corps sous l'effet de je ne sais quelle injonction génétique, mobilisant mes muscles, aiguisant mon regard, prêt à compenser la rapidité de l'envol de mes proies, à anticiper leur vitesse pour enfin atteindre la cible. Mais en raison de tout ce dispositif neuromusculaire compliqué, qui n'aboutit pas, je me sens presque frustré. Je continue ma promenade résigné à une lenteur qui n'aurait été entrecoupée d'aucune rapidité à cause de l'absence de cet enjeu lié à la chasse. Le plaisir est rhétorique. On veut être lent, puis rapide, puis de nouveau lent. On ne veut pas être tendu en permanence. C'est la fausse vigilance de l'homme moderne, davantage le résultat d'une inquiétude devant ce qui peut arriver que la préparation à ce qui peut arriver. Je n'imagine pas des pompiers qui, à la perspective de l'incendie qu'ils auraient à traiter ou à celle de l'accident auquel ils devraient se rendre, tourneraient en rond,
excités par ce qui les attend. Non, ils sont lents, se vautrent dans un fauteuil défoncé qui semble avoir été récupéré de la maison de l'un des leurs pour être installé dans un coin de la caserne. Ils lisent, les pieds appuyés sur le bord d'une table, une revue plus tout à fait d'actualité, comme celle que l'on trouve dans les salons de coiffure ou dans les salles d'attente des dentistes. Au déclenchement de la sirène d'alerte, ils partiront d'une position d'autant plus basse que les ressorts du fauteuil sont fatigués. Ils se redresseront, et se redresser demande de prendre de l'élan. Pour franchir un ruisseau, même si je me hâte, je commence toujours par reculer. Et pour avancer beaucoup, il faut reculer beaucoup. Et le plaisir dans cette opposition, dans ce va-et-vient entre les contraires. L'accalmie après la tempête est toujours excessive parce qu'elle ne contient plus rien du trouble qui l'a précédée. Une des sensations les plus fortes dont j'ai le souvenir fut un silence brutal de la nature, en pleine journée, au moment de l'éclipse totale du soleil, le 11 août 1999, ce blackout sonore total creusa un trou dans le ciel et la terre. La pénombre en plein jour réveilla des peurs archaïques endormies dans la mémoire cachée de nos neurones et terrifia le monde animal.